Bonjour à tous et bienvenue au Café Lecture organisé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GRC Grand Ouest. On va prendre quelques secondes pour attendre que la salle se remplisse. Petit à petit, vous entrez dans la salle. Je laisse un petit peu quelques secondes là. Voilà, je vois que le nombre de connectés stagne, donc voilà, tout le monde a pu se connecter. Donc, je disais donc bienvenue au jeudi de la recherche du réseau recherche et innovation paramédicale. Donc, je suis Émilie Gillier pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'anime du coup le réseau et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Estelle Gémier, qui est diététicienne au CHU de Rennes et qui va vous présenter une lecture critique d'articles. Avant de commencer, je vais vous préciser quelques points au niveau de l'utilisation de l'outil. Du coup, voilà, votre participation au webinaire est en écoute seule, donc vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez poser vos questions dans la zone questions et je relayerai vos questions à Estelle en fin de présentation. Si le son n'est pas très bon, vous pouvez aussi cocher appel téléphonique dans la barre du haut au niveau audio et puis avoir votre écran allumé pour suivre la présentation à l'écran, mais recevoir le son par le téléphone. Le webinaire est enregistré. Il sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Donc, quand vous prenez la parole, vous nous donnez par conséquence en fait autorisation d'enregistrement et de diffusion de vos noms, prénoms et de toute autre donnée que vous communiquerez. Toutes les informations par rapport à cette diffusion et cet enregistrement sont disponibles sur le PDF dans les documents à distribuer. Voilà, je laisse maintenant la parole à Estelle qui va vous présenter sa lecture critique d'articles. Je vous laisse le plaisir de présenter le sujet. Donc, bonjour à tous, moi je me présente, Estelle Gesmier, je suis diététicienne au CHU de Rennes. Hop, donc je vais juste mettre mon diapo. Donc, j'ai été diplômée en 2015 à l'IUT de Tours et je suis au CHU de Rennes depuis maintenant 2016. Donc, je suis actuellement sur les services de neurochirurgie, l'unité neurovasculaire qui accueille des patients post-AVC et la médecine interne. Concernant mes expériences en recherche clinique, donc j'ai commencé le projet collaboratif en 2019. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Et j'ai commencé aussi un DE recherche paramédicale en santé à Angers cette année. Et aujourd'hui, j'aborderai la prise en charge nutritionnelle précoce du patient en post-AVC à travers une lecture critique d'articles. Donc, pour commencer, le projet de recherche collaboratif en nutrition, c'est un projet qui est à l'initiative d'Émilie, qui est animatrice de recherche au réseau innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest, et aussi qui est à l'initiative de mes deux collègues diététiciennes du CHU d'Angers, donc Angélique Campion et Magali Seigné. Au total, il y a 400 participants. Donc, il y a le CHU de Nantes, le CHD de Vendée, le CHU d'Angers et le CHU de Rennes. Et donc, le projet a été commencé en février 2019 et le but, c'était de développer ensemble un projet de recherche en lien avec la nutrition en y apportant chacun sa contribution à hauteur de ses moyens et de ses compétences. Donc, au début, il y avait plusieurs thématiques qui ont été proposées et au final, une a été retenue, c'est l'évaluation de l'impact d'un protocole nutritionnel précoce chez le patient en post-AVC. Alors, pourquoi en fait cette problématique ? Parce qu'en fait, il arrive que, en fonction des centres hospitaliers, les patients restent à jeun plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en raison de troubles de déglutition liés à leur AVC. Et ceci contribue probablement à une dégradation de leur état nutritionnel. Et on sait que la dénutrition est associée à une augmentation de la morbimortalité. Il y a des recommandations qui existent sur le plan national comme international concernant les délais d'introduction d'une nutrition entérale en cas d'impossibilité d'apport péros. Et les délais, en fait, varient de 24 heures à 7 jours. Cependant, ces recommandations sont peu suivies en pratique.
On sait également que chez les patients en post-AVC, il peut également y avoir une diminution des apports Péros en raison, par exemple, d'une atteinte fonctionnelle au niveau du membre dominant, par exemple. Ça peut être également lié à une dépression, des troubles cognitifs, par exemple, des troubles du schéma corporel. Donc, tout ça peut limiter les prises alimentaires Péros. En pratique, il y a plusieurs études qui ont été réalisées et qui ont retrouvé une prévalence de la dénutrition allant de 8 à 34% des patients en post-AVC. À l'entrée en rééducation, plus de 30% des patients seraient à risque sur le plan nutritionnel et on sait que le statut nutritionnel des patients s'aggrave dès la première semaine d'hospitalisation. Donc, dans ce cadre, on a retrouvé une étude qui s'appelle l'étude EFFORT, qui est une étude qui nous a semblé relativement intéressante parce qu'elle s'intéresse justement à la mise en place d'une stratégie nutritionnelle personnalisée chez des patients à risque sur le plan nutritionnel et hospitalisés. Et cette étude, de plus, elle est récente puisqu'elle date de 2019. Elle a été publiée dans The Lancet, qui est une revue reconnue, et également par Philipp Schutz, qui est un professeur dans une université en Suisse et qui a un indice H, qui est un indice de productivité scientifique qui est assez élevé. Donc cette étude, elle a été réalisée parce que souvent l'anorexie retentit comme une réponse physiologique à une pathologie aiguë et est à l'origine d'un déficit protéino-énergétique. Ceci contribue à une fonte musculaire et une dégradation du statut fonctionnel et métabolique, notamment chez des patients qui vont présenter plusieurs comorbidités. Et on sait que plus de 30% des patients sont à risque sur le plan nutritionnel lorsqu'ils sont hospitalisés et que la dénutrition est fortement associée à une augmentation donc, de la morbimortalité comme évoqué précédemment, mais également une augmentation du déclin fonctionnel, de la durée de séjour et également des coûts médicaux. Des recommandations existent également donc, par des sociétés savantes européennes, donc l'ESPEN et la SPEN, qui préconisent d'initier un support nutritionnel chez tout patient présentant un risque de dénutrition et hospitalisé. Mais ces recommandations reposent uniquement sur des justifications physiologiques et des études observationnelles. Et en réalité, il y a très peu d'études interventionnelles qui ont été menées. Et les résultats ne s'accordent pas toujours finalement. Donc l'étude EFFORT, c'est une étude qui est suisse, qui est multicentrique et qui a intégré 8 centres, qui est également contrôlée et randomisée, et elle a duré 4 ans. Elle voulait valider l'hypothèse selon laquelle une stratégie nutritionnelle précoce, protocolisée et individualisée pour couvrir les besoins protéino-énergétiques des patients permettrait de réduire le nombre d'événements cliniques indésirables chez les patients présentant un risque nutritionnel. Le critère d'évaluation principal est un critère composite. Donc, il reprend tous les événements cliniques indésirables survenant dans les 30 jours, donc comprenant entre autres la mortalité ou une réadmission qui est non programmée, que ce soit en soins intensifs ou dans un autre service, un déclin fonctionnel marqué par l'indice de Barthel, une diminution de l'indice de Barthel de 10%, qui est un indice d'autonomie, et également par la survenue d'une complication majeure comme par exemple une infection nosocomiale, une insuffisance gastro-intestinale. Et on sait que ces complications-là ont une prévalence augmentée lorsqu'une dénutrition est sous-jacente. Les critères d'évaluation secondaires retenus sont donc les apports protéino-énergétiques quotidiens, la durée de séjour, les variations pondérales et la qualité de vie à J30, évaluée par une échelle qui s'appelle le Q5D, qui est une échelle de qualité de vie. Donc, les patients inclus devaient être âgés de plus de 18 ans et présenter un risque de dénutrition. Donc pour cela, les investigateurs ont utilisé un score qui s'appelle le NRS 2002, donc Nutrition Risk Screening. Donc il devait être supérieur à 3. Et les patients devaient également avoir une durée prévisionnelle d'hospitalisation supérieure à 4 jours.
Concernant les critères d'exclusion, les patients ne devaient pas relever d'une autre stratégie nutritionnelle justifiée par une autre pathologie. Par exemple, une transplantation de cellules souches ou une pancréatite aiguë ou encore une anorexie mentale. Les patients également hospitalisés en réanimation n'étaient pas inclus. Les patients aussi dans l'incapacité de s'alimenter péros ne pouvaient pas être inclus. Donc, les patients, par exemple, présentant des troubles de déglutition ne pouvaient pas participer. Ou encore les patients en fin de vie ou présentant une contre-indication à la mise en place d'un support nutritionnel. Donc, en pratique, les patients étaient assignés au hasard, soit un groupe contrôle, soit un groupe expérimental. Et ensuite, il y avait une stratification qui était effectuée en fonction du risque nutritionnel et en fonction du centre. Le patient et l'investigateur connaissaient l'appartenance au groupe contrôle ou expérimental, mais les résultats étaient recueillis en aveugle. Une évaluation nutritionnelle avait lieu dans les 48 heures et la stratégie nutritionnelle était initiée en fonction du groupe ou non. Et donc ici, je vous présente l'algorithme nutritionnel qui a été utilisé finalement et qui a été précédemment publié, qui est consensuel et qui se base sur des recommandations ultérieures. Donc les patients en fait intégrant le groupe expérimental avaient donc bénéficié d'une évaluation nutritionnelle et ensuite dans les 48 heures, une prise en charge nutritionnelle était initiée dans un premier temps via la mise en place d'un enrichissement de l'alimentation ou de compléments nutritionnels oraux, adaptation des plateaux repas également et mise en place de collations. Il y avait une réévaluation des ingestats tous les 24 à 48 heures. Et si au bout de 5 jours, le patient ne couvrait pas 75% de ses besoins protéino-énergétiques, alors on passait sur un second niveau de prise en charge. Ce second niveau de prise en charge reposait sur la mise en place d'une nutrition entérale, donc par sonde nasogastrique. Et de la même manière, si le patient ne couvrait pas 75% de ses besoins, alors là, on passait sur une nutrition parentérale par voie intraveineuse. Dans le groupe contrôle, il y avait le même suivi médical, mais pas d'instauration de stratégie nutritionnelle, ou du moins celui-ci était laissé à la discrétion de l'équipe médicale. Donc en pratique, 2028 patients ont été recrutés. 1015 patients étaient intégrés dans le groupe interventionnel et 1013 dans le groupe contrôle. Les groupes étaient relativement homogènes en termes d'âge, de sexe, de risque nutritionnel et de pathologies sous-jacentes. Et on retrouve ici le diagramme de flux qui permet justement de nous représenter les inclusions et les exclusions. Donc au total, dans le groupe interventionnel, 91% des patients ont bénéficié d'une prise en charge via la mise en place de compléments nutritionnels oraux et moins de 1% ont bénéficié d'une nutrition entérale et d'une nutrition parentérale. Dans le groupe contrôle, on retrouve que 12% des patients ont bénéficié d'un support nutritionnel, donc toute prise en charge confondue. On voit également qu'il y a effectivement une nette différence entre les deux groupes concernant la couverture des besoins protéino-énergétiques, puisque 75 à 80% des patients du groupe expérimental ont couvert leurs besoins, contre ici environ 55% du groupe contrôle. Il y a une différence d'apport d'environ 300 kcal entre les deux groupes et de 10 grammes de protéines également. Donc on retrouve ce résultat ici avec en abscisse le nombre de patients, le pourcentage de patients couvrant leurs besoins protéino-énergétiques et en ordonnée le nombre de jours après la randomisation. Le diagramme A représente les apports énergétiques et le diagramme B les apports protéiques. En rouge, il s'agit du groupe interventionnel et en bleu le groupe contrôle et on voit bien qu'il y a une nette différence finalement concernant la couverture des besoins protéino-énergétiques. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est l'efficacité finalement de cette stratégie nutritionnelle sur le nombre d'événements cliniques indésirables et on voit que c'est plutôt efficace puisqu'il y avait seulement 23% des patientes du groupe interventionnel qui ont subi un événement clinique indésirable contre 27%. On retrouve également une diminution de la mortalité puisqu'il y avait une diminution donc
on trouve 7% de mortalité dans le groupe interventionnel et 10% de mortalité dans le groupe contrôle. Et il y a également une baisse, une diminution du risque de déclin fonctionnel au sein du groupe interventionnel. Il a également été retrouvé une amélioration de la qualité de vie et puis de l'indice de Barthel. Donc finalement, cette étude, elle permet de conclure que le fait de mettre en place une stratégie nutritionnelle précoce, protocolisée et individualisée permet de limiter le nombre d'événements cliniques indésirables à 30 jours et notamment la survie. Et ces résultats confortent la réalisation d'un dépistage systématique à l'entrée du risque nutritionnel afin d'initier une stratégie nutritionnelle assez rapidement. Donc, les points forts de l'étude, finalement, donc, comme évoqué précédemment, ce sont la revue, l'auteur, l'année, mais aussi l'effectif total, puisque l'étude inclut plus de 2000 patients et qu'elle est multicentrique. Donc, cela a permis de prendre en considération plusieurs manières de fonctionner. Les résultats ont été recueillis en aveugle et cette étude souligne l'intérêt d'une prise en charge nutritionnelle précoce chez les patients à risque sur le plan nutritionnel. Les limites de l'étude, alors dans un premier temps, ce sont les conflits d'intérêts, puisqu'il y a eu des financements indirects de la part de laboratoires. Ce qui est dommage, c'est que seulement 9% des patients relevaient de neurologie et il ne s'agissait pas forcément de patients présentant un AVC. Et ce qui est également dommage, c'est que les patients ne pouvant pas s'alimenter péros, donc par exemple présentant des troubles de déglutition, n'étaient pas intégrés en fait au protocole. Donc nous, ce qui nous a semblé intéressant en fait par rapport à notre étude, c'est déjà dans un premier temps le critère d'évaluation principal composite qui a été choisi, puisque c'est un critère qui a été argumenté scientifiquement. Voilà, il y a des études qui ont déjà montré qu'il y avait un lien entre dénutrition et puis la survenue de ces événements cliniques. Et également, ce qui nous a semblé intéressant, c'est l'algorithme nutritionnel utilisé, précédemment présenté, parce que c'est un algorithme donc finalement qui a su montrer ses preuves et qui, de la même manière, a été argumenté en amont. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà, avez-vous des questions? Merci Estelle pour cette belle présentation qui reprend bien toute l'étude est forte et sa dimension et sa force en fait, puisque c'était une belle étude et donc je vous laisse poser vos questions, n'hésitez pas, je les relayerai. Voilà, je vous laisse poser les questions parce que je pense qu'il y a plein de choses à questionner. Je n'ai pas de questions particulières en fait, mais en attendant d'avoir les premières questions, je voulais juste relever la petite fin en fait sur laquelle tu conclus avec les points positifs et les limites de l'étude. J'ai envie de dire, on a envie, quand on voit cette étude, l'étude est forte, la première chose qu'on s'est dit, c'est oh là là, il y a quelqu'un qui a déjà travaillé sur le sujet qu'on veut aborder. Catastrophe, on laisse tout tomber. Et finalement, en fait, quand on lit plus en détail, ben, on s'aperçoit sur les limites que tu as présentées par rapport à notre objectif, en fait, on s'aperçoit que ben non, la population, c'est pas tout à fait la même, puisque nous, on voulait s'intéresser aux patients qui étaient en neurologie, enfin, pour le projet collaboratif. Et effectivement, ça prend pas en compte les patients avec des troubles de la déglutition. Donc, c'est super intéressant, en fait, quand vous lisez des articles, de rebondir sur ces points de limite parce que ça va être la force, en fait, de votre étude, de votre prochaine étude. Voilà, c'était juste pour faire une petite remarque sur ce point-là, mais après, je voulais aussi souligner, enfin, c'était très intéressant. Tu as fait remarquer au début, Estelle, comment est-ce que tu as jugé l'article au début en regardant quelle était la revue dans laquelle il était publié, puisque bah, voilà, le fait de publier dans un Lancet, en fait, justifie, voilà, témoigne de la qualité de l'article et l'auteur également, qui est un auteur qui a également beaucoup publié. Et je vous encourage à faire cela. Peut-être tu peux nous dire où est-ce que tu parlais en fait de l'indice H de l'auteur. Comment est-ce que tu as fait pour retrouver en fait
Au niveau de l'indice H, bah, en fait, j'ai fait une recherche de l'auteur sur Google Scholar et il y a la possibilité en fait de retrouver l'auteur bah, voilà toute une fiche de ses précédents travaux, euh, ses précédentes publications et on retrouve également l'indice H donc finalement permet d'évaluer le nombre de citations des articles en moyenne sur les dernières années. Mais je crois aussi qu'on peut retrouver l'indice H sur un autre site. Je me demande si c'est pas ResearchGate. Ça, je suis pas certaine, mais je sais qu'on peut le retrouver également ailleurs. En tout cas, Google Scholar est une façon simple en fait de le faire et c'est très pertinent de pouvoir faire ça. Je suis étonnée, il n'y a pas de questions. Alors, le mois dernier, on a eu un petit bug technique. En fait, j'avais pas de questions et finalement, elles sont toutes apparues à la fin. J'espère qu'on va pas avoir le même problème cette fois-ci. N'hésitez pas si vous posez des questions. Je vais regarder aussi ma boîte mail puisque la dernière fois, certains m'avaient alerté par mail en disant, mais on pose des questions. Mais je ne vois rien. Vous avez certainement plein de questions à poser ou alors c'était très, très clair. Enfin, moi, comme l'auditoire, je n'ai pas de questions à poser, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, même sur le projet de recherche collaboratif qui est peut-être associé en fait à cette présentation, à poser des questions. Aujourd'hui, le groupe du projet de recherche collaboratif est centré sur 4 établissements qui portent des professionnels du coup qui portent vraiment le projet, le côté scientifique. Voilà, Estelle m'a associée au projet. Moi, je suis plus dans la gestion un petit peu comment dire, temporelle, essayer de, voilà, de dynamiser le groupe, mais elle porte vraiment, enfin, il porte, puisque c'est une équipe mixte, vraiment les diététiciens, l'aspect scientifique du projet, et c'est très intéressant. Mais si vous voulez voilà, rejoindre ou même être présent pour quand le projet sera mis en place, ouvrir des services, on est ouvert à vous écouter, à écouter votre présentation. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez. Bon, je n'ai absolument aucune question. Et pour revenir à ta remarque précédente, Émilie, c'est vrai qu'au départ, on s'est énormément, au niveau des mots-clés, on s'est plus basé sur des mots-clés relatifs à la prise en charge nutritionnelle post-AVC, donc en utilisant vraiment tout le champ lexical relatif. Et en fait, on n'avait pas forcément trouvé cette étude, et en fait, on est tombé dessus par hasard, et c'est vrai qu'elle nous a vraiment aiguillés, nous, dans l'écriture du protocole. Donc, ça sert d'avoir toujours une petite veille scientifique, finalement, pour voir ce qui se fait ailleurs. Oui, effectivement, enfin, la lecture peut vous permettre voilà, de faire évoluer vos prises en charge dans les soins, parce que du coup, là, ça peut aussi vous permettre en fait, de rebondir pour faire évoluer la prise en charge dans les soins, mais également en fait, pour écrire les projets de recherche, c'est super pour se calquer. Nous, on s'est largement inspiré en fait, de cette étude, puisqu'elle a été éprouvée, relue, vérifiée par des experts. Et c'est intéressant en fait de pouvoir s'appuyer sur ces études pour pouvoir mener ses propres projets et puis aller plus loin en fait que l'équipe précédente ou sur d'autres sujets comme on va le faire. Bon, s'il n'y a qu'une question, on va clore ce café lecture. Je vous remercie en tout cas de votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori. J'espère que ce n'est pas encore un bug technique en fait et que, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, comme la dernière fois, j'avais relayé du coup par écrit toutes les questions sur le site de la recherche paramédicale.fr. Donc, vous pourrez revoir ce replay sur le site de la recherche paramédicale.fr. Et puis, si jamais il y a vraiment encore un bug technique et je m'aperçois que toutes les questions arrivent après avoir coupé le webinaire, je vous renverrai les questions, mais en tout cas, j'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Juste, moi, j'ai une question sur où est le chat pour pouvoir envoyer une question. On va peut-être avoir une question. Je vais vous remontrer ça, en fait. C'est peut-être effectivement. Voilà. Je vais vous le montrer en image. Voilà. Vous aurez la partie chat ici. Normalement, vous voyez ce panneau de configuration et vous devez avoir une petite partie questions sur lesquelles vous pouvez entrer vos questions si vous avez des questions.
N'hésitez pas, on va rester en ligne encore quelques petites minutes. Du coup, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et bon, voilà, il y a pas, je ne reçois pas plus de questions, donc voilà, c'était peut-être. Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres questions plus tardivement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous y répondrons avec plaisir. En tout cas, merci pour votre attention. Et donc, on a le plaisir de se retrouver au mois de septembre maintenant, puisqu'il y a la petite coupure estivale pour que chacun prenne ses congés. Et donc, on se retrouvera le jeudi 2 septembre. Alors, aujourd'hui, le programme n'est pas encore dévoilé, mais je vous enverrai ça dans les jours à venir sans aucun problème. Voilà, vous le retrouverez sur vos boîtes mail et voilà, donc bon, j'ai une petite remarque. Donc, merci beaucoup de. Merci. Alors, Nadège qui nous dit, qui te remercie, Nadège Grasset, qui te remercie pour cette présentation. Sylvie Aprolon qui te remercie également. Très belle présentation qui reflète bien le contenu de l'article. Et Marie Bosquet qui te remercie. Donc, que des remerciements. Donc, ça fonctionne bien. Il n'y avait juste pas de questions. C'était juste très, très clair. Et donc, on te remercie tous. Ben, merci de votre attention à tous et à très bientôt donc pour le mois de septembre. Et d'ici là, belles vacances à tout le monde. Belles vacances.